marquante par rapport à ces processus de consultation. Ici, de rappeler ici que tout avait commencé le mercredi 21 octobre à l'issue de la cérémonie de prestation des serments des juges constitutionnels au Palais du Peuple, que le président de la République, contre toute attente, en tout cas au moins aussi attendait le moins, prit la décision de pouvoir s'adresser à la nation dans les 2 jours qui suivaient. Les 2 jours, c'était justement le vendredi 23 octobre 2020 à 20h pile sur les antennes de la télévision nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'adressait à la nation à travers un message radio-télévisé. Un message un message justement, une allocution radio-télévisée de 6 minutes, ce n'est pas dans ses habitudes, à travers laquelle il annonçait les débuts de consultation en vue de créer une union sacrée pour la nation avec les forces sociales et politiques les plus significatives. Et le président de la République, à travers cette allocution restée historique, avait fait les constats de certaines divergences profondes sur la gouvernance du pays et sur un certain nombre de réformes. Alors, un peu plus d'une semaine après, nous sommes le lundi 2 novembre, débuté ici au Palais de la Nation les consultations voulues inclusives par le président de la République, chef de l'État. Et pendant 3 semaines, le président de la République, parfois jusqu'aux heures très tardives, était ici pour recevoir différentes personnalités venues non seulement de l'intérieur du pays, mais aussi de l'extérieur, le monde politique, ceux qui sont dans les institutions. C'était une espèce de tribune d'expression libre pour, sans toutes les procédures de protocole, échanger directement avec le président de la République. Et tous ou presque avaient adressé de mémorandums. Le 25 novembre, soit 3 semaines d'intenses travaux, d'intenses activités, cette date marquait la fin des consultations. Alors le bilan était largement positif parce que tous, ou presque, se sont accordés à reconnaître qu'il fallait une nouvelle impulsion sur l'action gouvernementale. Et comme cela avait été promis dans l'allocution du 23 octobre, le président de la République revient ici pour donner suite à ces consultations. Et nous voilà aujourd'hui, le dimanche 6 décembre 2020, au Palais de la Nation, siège de la présidence de la République, ici même où le président de la République avait reçu différentes personnalités pour ce grand oral qui restera en tout cas aussi historique que son discours d'investiture le 24 janvier 2019 ici. Donc le grand oral d'aujourd'hui en termes d'attente est en tout cas le plus important après son adresse à la nation le jour de l'investiture. C'était le jeudi 24 janvier 2019. C'était toujours, encore une fois, ici au Palais de la Nation. Je suis tenté de vous poser vraiment la question, à moins que M. Félix Kabala puisse ajouter quelque chose. Je vous pose une question. Dans son premier message, on a vu un Félix Tshisekedi Tshilombo entièrement déterminé à mettre fin à tout ce qui se passait, remettre les choses dans l'ordre, tenir compte des préoccupations de la population. Vous estimez qu'après le premier message, après les consultations qui ont eu lieu, nous allons retrouver le même Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec la même détermination? La question est ouverte. Félix. D'abord, premièrement, j'aimerais dire que cette journée est une journée dominicale. Journée dominicale où les familles sont réunies après avoir fourni un effort très profond pendant la semaine. Et en ce moment, je peux dire que celui qui est à la tête de toutes ces familles sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, qui est son Excellence Monsieur le Président de la République, va démontrer les symboles de cette grande famille qu'on appelle la République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle la journée choisie, qui est le dimanche, n'est pas une journée choisie juste d'une manière anodine. Donc le Président de la République, lorsqu'il fait ce choix, ce sont des choix très particuliers, des fois peut-être qui ne sont pas compris par certaines personnes, mais après qu'il ait délivré son message, les gens arrivent à comprendre. Vous savez, moi ce que je pourrais dire, le Président de la République reste une personne déterminée. Nous avons le Congo, la République démocratique du Congo, comme étant un bien commun à nous tous. Le Congo nous appartient à tous.
Mais dans la réalité, c'est comme si nous avons deux visions différentes de la République démocratique du Congo. Alors la seule personne capable de pouvoir maintenir l'équilibre dans ce qui est ce qu'on appelle le fonctionnement, le bon fonctionnement de la République, des institutions, c'est lui qui a ses prérogatives constitutionnelles, le président de la République, comme la Constitution le dit. Raison pour laquelle la différence de cette vision, il y a entre celui qui veut servir le peuple, avec le slogan simple connu du peuple, le peuple d'abord, et ceux et celles qui veulent rester dans le statu quo. Comme étant arbitre de bon fonctionnement régulier de pouvoir et des institutions, il en assure la continuité. Il devait arrêter le temps. Il a arrêté le temps pour faire des réglages pour lesquels vous et moi, nous sommes dans l'attente de découvrir l'ensemble de ces décisions à travers un processus qui a commencé avec les consultations et aujourd'hui, nous aurons la livraison finale. Monsieur le porte-parole, vous croyez que cette détermination du président de la République sera de mieux encore aujourd'hui pendant son deuxième message? Il n'y a vraiment aucune raison pour que cela puisse changer. La détermination du président de la République a toujours été intense. On l'a vu depuis qu'il a accédé à la tête de notre pays, quelles que soient les circonstances, que ce soit pendant la déclaration de la Covid-19, on a vu la même détermination d'aller de l'avant pour trouver des solutions, pour relever le pays, pour donner le sourire aux Congolais. Il n'y a pas de raison donc aujourd'hui qu'il y ait une détermination moins grande. Peut-être pensez-vous, comme il s'est passé un laps de temps assez grand, mais c'est un laps de temps que le chef de l'État a mis à profit pour écouter, pour analyser et pour se forger davantage son opinion. Je reste convaincu que cette détermination dont il a toujours fait montre, c'est la même détermination avec laquelle aujourd'hui il va nous délivrer enfin ce message que les uns et les autres nous attendent. Jean-Pierre? Oui, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'au moment où le chef de l'État fait son discours, il parle de consultation présidentielle, mais aussi l'autre maître mot, c'est en fait l'union sacrée de la nation. Alors, l'union sacrée de la nation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une démarche de rassemblement de forces politiques et sociales en vue d'une nouvelle gouvernance, mais une gouvernance qui va s'occuper du mieux-être de la population, un mieux-être consolidé de la population. Aujourd'hui, on va dire que c'est le grand jour, parce que le chef de l'État avait promis, à l'issue de son discours, qu'il reviendra devant la nation pour pouvoir délivrer les conclusions de ces avis et considérations qui ont été déposés sur la table. Il y a un travail qui a été fait en amont aujourd'hui. Le chef de l'État va devoir dire à la population ce qu'il pense, ce qui s'est passé et comment il entend justement livrer la marchandise. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des grandes attentes, mais je pense que le chef de l'État sera en phase avec les attentes de la population. Et si je pose, je vous ai demandé, si le président de la République sa détermination sera de mise, c'est avec raison. Vous avez compris quand il a initié les consultations, vous aviez remarqué avec nous qu'il y avait un afflux migratoire des émissaires venus de par le monde, en train d'être reçus par le président de la République, un peu comme tu dirais jouer le rôle des sapeurs-pompiers. Vous croyez vraiment que tout va y aller et pour le mieux, ces préoccupations de la population jusqu'à Koussema, vous croyez vraiment que le président va en tenir compte? Oui, la détermination de du président de la République s'est ressentie à travers ces prises de décision et ces prises de parole. Vous avez vu le temps qui a été mis entre le jour où il a pris la décision de parler et les jours où son allocution est arrivée, c'était en 24 heures, en 48 heures, de 2 jours. En 48 heures, donc on est le mercredi 21, le vendredi 23, il s'exprimait. Et lorsqu'il s'exprime, un discours profond, ce sera le plus court en tout cas de tous les chefs d'État qui ont gouverné la République démocratique du Congo. En 6 minutes, mais un discours très profond où chaque mot apportait
une information particulière. Et à travers ces discours, comme je le dis, il fait un état des lieux. Il fait un état des lieux et puis il prend des décisions. Et on a senti cette détermination de se faire ressentir à travers même le paralangage. On a vu la détermination du président de la République dans sa prise de parole, avec une détermination en tout cas toute particulière qu'on lui reconnaît. Et on l'a ressenti par la suite lorsque ces consultations ont commencé ici. Donc il lui arrivait de venir très tard. Et à aucun moment, il n'avait coupé la parole à ses interlocuteurs. Chacun exposait ce problème tout le temps que cela pouvait lui prendre. À aucun moment, malgré son agenda de travail chargé, on se rappellera ici que le président a effectué quelques visites, quelques missions à l'étranger, en pleine période de consultation. Il n'a pas délégué le pouvoir. Il était là, seul, avec sa prise de notes. C'est vrai qu'il était assisté des collaborateurs, mais lui-même prenait note. Par la suite, il faisait la synthèse et cette détermination est encore apparue au moment de la compilation de tout le mémorandum qui lui ont été présentés. Donc il a pris un laps de temps assez raisonnable et cette même détermination réapparaît aujourd'hui. Il choisit un dimanche. Il choisit un dimanche alors qu'il pouvait, par rapport à son emploi du temps chargé, il pouvait se permettre un repos parce qu'il en a le droit, mais il dit dimanche, il vient, il s'exprime et ce n'est pas la nuit, hein, comme on a toujours reproché au président de la République. Pourquoi des messages nocturnes? Mais aujourd'hui, il est là, en plein jour. Ces messages vont être adressés à la nation. Donc tout ça, ce sont de petits faits, parfois anodins, mais qui démontrent de la détermination du président de la République à prendre de décisions au nom du salut du peuple. Donc c'est cela. Donc rien ne sera fait contre la population, mais bien au contraire, tout ce qui sera pris ici comme décision le sera pour le bien de la population. Monsieur Félix Kabala, dans son premier discours, une certaine opinion disait que le président avait un discours ésotérique. C'est-à-dire que c'était un discours un peu trop savant au lieu d'aller directement au but. Est-ce qu'aujourd'hui vous croyez que le président va utiliser un discours simple qui peut permettre au commun des mortels de comprendre facilement le message? Vous savez, merci d'abord pour la question. Le président de la République, c'est un fin diplomate. C'est lui qui représente les symboles de l'unité de la République. Alors lorsqu'il délivre son message, ce message doit être consommé au niveau national et au niveau international. Il est à la tête de la République. Donc il ne peut pas se permettre de communiquer dans des termes beaucoup plus radicaux. C'est la raison pour laquelle ce discours n'a pas été utilisé avec de termes savants. Le premier discours du 23 octobre 2020, c'était des éléments de langage pour lesquels le commun de mortels devait comprendre que le président de la République... Il y a beaucoup de gens ont eu du mal à décortiquer justement ce discours. Mais ils ont eu du mal à décortiquer ces discours, c'est parce que peut-être il devrait se fier d'abord aux éléments qui ont été évoqués dans ces discours, parce que le président était en train de faire la rétrospective de son action depuis 2 ans, et cette action était une action commune avec nos frères au sein de la coalition. Vous savez, un conducteur qui est au volant de son véhicule, lorsqu'il conduit selon la formation que l'on donne à un conducteur avant d'obtenir son permis de conduire, il doit regarder tous les éléments indicateurs sur son tableau de bord. Alors, ce conducteur qui est le président de la République, face aux éléments qui s'est présenté, des indicateurs sur son tableau de bord, il se dit, ce véhicule, si j'avance avec ce véhicule tel qu'il est, nous risquons de connaître une avarie matérielle. Lui d'éviter. Donc il a tout fait pour éviter l'avarie matérielle, que ce véhicule ne puisse pas se bloquer en cours de route. Il devait le mettre dans un garage. Le garage où on devait le réparer. Alors il était celui qui devait donner les indications qui lui étaient présentées dans ce tableau de bord afin de remettre ces véhicules en marche. Sinon, vous savez, tout le monde peut être conducteur, mais ce n'est pas tout le monde qui a l'accès à avoir un permis de conduire. Donc le président de la République a mis ses prérogatives en avant. Cela voudrait dire que ces prérogatives n'appellent pas à une discussion quelconque d'un membre d'une institution quelconque qui peut se dire se prévaloir des prérogatives présidentielles pour commencer à créer la confusion. C'est la raison pour laquelle il a initié les consultations, non
les concertations ou encore le dialogue, parce qu'il s'est mis en tête, en première ligne, la raison pour laquelle aujourd'hui il va délivrer cette décision après avoir consulté le plus représentatif au sein de la sphère politique et sociale de la société civile au sein de la République. Vous êtes tous de la présidence et de la République, porte-parole, directeur de la presse présidentielle, directeur de la communication, communicateur. Quelles sont les attentes? Vous avez participé de loin ou de près aux consultations qui ont eu lieu ici, au niveau du Palais de la Nation. Vous aviez consulté ou été en contact avec les consultés. Quelles sont les attentes de la population pour que le président de la République satisfasse à leurs préoccupations? Monsieur le porte-parole. Mais les attentes de la population sont nombreuses. On a entendu, évidemment, quand les consultés sortaient de leur entretien avec le chef de l'État, bon, ils se sont livrés ici même à dire ce qu'ils aimeraient que le chef de l'État puisse faire, que le président de la République puisse entreprendre. Ces attentes, je dis qu'elles sont de tous ordres. Sur le plan politique, les personnes qui ont été consultées par le président de la République se sont rendues compte qu'il y avait une marche chaotique au sein de la coalition, que les deux protagonistes principaux de cette coalition ne semblaient pas regarder dans la même direction. Naturellement, il y a des concessions que cela appelle, mais il faut effectivement, je dirais, on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Ces attentes étaient d'ordre économique. Ces attentes étaient d'ordre social. Ces attentes touchaient également la scolarisation des enfants, l'éducation. Donc c'était des attentes de tous ordres. Naturellement, le chef de l'État n'a pas de baguette magique. Ce qu'il va annoncer aujourd'hui comme décision, c'est quelque part aussi pour stimuler le Congolais. Je crois que ce qui a été quand même important à souligner par rapport aux consultations consécutives à l'adresse du chef de l'État, c'est que c'est cette recherche d'un esprit nouveau. Ce n'est pas pour rien que le président de la République parle de l'union sacrée de la nation. Ça peut regarder dans la même direction, même si politiquement on a des idées, on a des attentes différentes. Mais au moins se dire que l'intérêt du peuple, d'ailleurs il le dit souvent, oui. Salus Populi, c'est la loi suprême. C'est quelque chose qui sera nouveau à mon avis, et qu'il est. Que le Congolais, là où il est, se sente véritablement concerné par la vie de ce pays, de son semblable, de son concitoyen. Et ça, c'est quelque chose qu'il a su obtenir, parce que nous avons entendu, même certains responsables, il y a une adhésion populaire. Il y a une adhésion, elle était, en tout cas ici, nous qui avons vécu ces consultations de très près, nous avons senti véritablement cette adhésion. Maintenant, il s'agira de traduire, de finir cette passe, la finir dans les buts. Et c'est ce que nous attendons aujourd'hui, en disant également que le peuple est rangé, va se ranger derrière le chef de l'État si ce qu'il attend du chef de l'État va dans le sens de ses attentes à lui, ce public-là, ce peuple-là. Moi, je pense que le chef de l'État est tout à fait conscient de ça. Et ce que nous attendons aujourd'hui, à mon avis, ça va marquer notre histoire. Monsieur Jean-Pierre, restons dans le domaine politique. Le porte-parole venait tout à l'heure le dire. Au regard de cette divergence combien flagrante entre le FCC et le CACH, qui sont tous dans la coalition, vous espérez que c'est un divorce consommé, et nous allons le vivre tout à l'heure dans le discours à la nation du président de la République, discours, je vais dire divorce consommé, entre le FCC et le CACH. Le président n'a jamais parlé d'un divorce, mais il a évoqué un certain nombre de poids des divergences. Que la coalition
ne marche pas. Mais elles étaient en quantité industrielle, hein, ces divergences-là. La liste était longue et elle n'était même pas exhaustive d'ailleurs. Mais vous savez, lorsque les gens vont en coalition, avec un gouvernement, un programme commun de gouvernement, je pense qu'ils doivent en principe regarder dans la même direction. Ce que le chef de l'État a dit dans son discours, c'est qu'au bout de 2 ans, il a constaté que les 2 partenaires politiques ne regardaient pas dans la même direction. Donc il fallait mettre un stop. Et puis voilà, pour lui, il est question d'échanger le fusil d'épaule. Est-ce que ce sera avec le FCC? Est-ce que ce sera avec d'autres partenaires politiques? Je pense que quand il a appelé à initier le consultation présidentielle, il a parlé des forces représentatives du pays. Et donc, on a constaté que dans ce palais, il y a beaucoup de gens qui ont défilé. Je reviens à vous, M. Jean-Pierre Ouakwana, vous êtes directeur de la communication à la présidente de la République. Les images, si la réalisation est avec nous, montrez-nous. Voilà, nous allons vivre l'arrivée en live du président de la République qui va devoir faire son entrée tout à l'heure ici au niveau du palais de la Nation. Très chers téléspectateurs, vous le remarquez au travers des images qui vous arrivent sur votre petit écran, c'est bien l'arrivée pour bientôt ici au niveau du palais de la Nation où le président de la République va s'adresser solennellement à la Nation. Le décor est donc planté. L'hymne national sera entonné tout à l'heure ici au palais de la Nation. C'est pas enregistré. Nous avons la fanfare de la garde républicaine qui est là en live, qui va entonner l'hymne national. Le motard éclaireur du cortège présidentiel fait son entrée ici au niveau du palais de la Nation. Très chers téléspectateurs, nous vous avions dit, la révision de la télévision nationale congolaise a mobilisé son personnel et sa logistique pour vous proposer en direct ce message à la nation du président de la République. Il vient de quitter sa résidence, il va devoir faire son entrée ici, vous le remarquez, les motards sont déjà là. Il va devoir faire son entrée ici au niveau du palais de la Nation pour s'adresser officiellement à la Nation. Ce message ne sera pas enregistré, vous allez le remarquer, c'est un message en direct, comme il a fait dans sa première adresse au niveau de la cité de l'Union africaine. Le chef d'État donc va s'adresser en direct à la population congolaise. Monsieur Jean-Pierre, je vous ai arrêté momentanément. C'était juste pour annoncer l'arrivée du garant de la nation ici au niveau du palais de la nation. Jean-Pierre. Alors, lorsque les 2 familles politiques se mettent ensemble avec un programme commun de gouvernement, je pense qu'ils devraient en principe regarder dans la même direction afin de pouvoir répondre aux desiderata de la population. C'est bien la présidentielle que vous voyez, très chers téléspectateurs, au travers de ces belles images qui vous arrivent sur votre petit écran. Nous allons rester avec ces images, avec la complicité de la réalisation, Maxime Androquois, rester, garder ces belles images jusqu'à la descente du président de la République de sa Jeep. Et aussitôt après, le chef de l'État va rejoindre ses bureaux, juste pour quelques temps, prendre les dispositions, permettre au protocole, c'est le protocole de quelques dispositions protocolaires, permettez-moi la répétition, et puis après, il va faire son entrée ici, au niveau de ce couloir. Moi, j'ai toujours appelé ça le couloir du bonheur, le couloir présidentiel. C'est là où se trouve l'endroit où il va prononcer officiellement son discours à la nation tout à l'heure. Jean-Pierre, vous disiez... Alors, j'espère que... Vous interrompu parce que le chef a déjà fait son entrée. Ouais. Il va devoir gagner ses bureaux avant de s'adresser à la nation. Alors, je disais ceci, que lorsque les partenaires se mettent ensemble pour atteindre un certain nombre d'objectifs, il faudrait que l'un d'eux, aujourd'hui, dise une chose et son contraire à la fois. Alors, lorsque vous avez bien suivi les discours du chef de l'État, il a fait allusion à des blocages. Alors, les blocages devraient bien venir provenir d'un camp. Ici, il s'agit des FCC. Et donc, aujourd'hui, le chef de l'État, comme je le disais, devait s'arrêter et puis essayer de changer le fusil d'épaule. Et je pense que dans son discours, il a bien dit qu'il devait
voilà, se référer aux forces représentatives du pays. Et c'est ainsi que vous l'avez vu ici, tous les noms des consultations présidentielles, différentes personnalités politiques, les gens qui sont venus de la société civile, même ceux qu'on appelle généralement des sans-voix. Donc on a vu les chefs de l'État recevoir des orphelins, des mamans maraîchères, des personnes vivant avec handicap. C'est tout le monde, autant vous dire que personne n'a été laissé de côté. Donc c'était une posture d'écoute afin qu'ils puissent avoir le plus d'éléments possibles, les plus des avis possibles, afin que ça lui permette en dernier ressort de prendre des décisions qui vont devoir s'opposer à tous. Maintenant, si vous me demandez si le partenaire politique de la coalition a été associé à ces consultations, de manière oui, parce qu'on a vu ici même au Palais de la Nation des figures très connues de cette famille politique qui appartient au sénateur Agic, qui ont été reçus par le chef de l'État. Et au sortir de leurs audiences, ils ont clairement appuyé la démarche du chef de l'État. Et bien entendu, cela veut dire que dans ce pays, il y a encore, malgré tout, des patriotes et donc des gens qui ont entendu cet appel patriotique du chef de l'État et qui, malgré leur philosophie, leur appartenance politique, se sont dit il est temps d'aller rejoindre le train qui est pratiquement en marche. Mais cette adhésion populaire était quand même un peu curieuse, Giscard Koussema. On a vu des grosses pointures du genre Bemba, du genre Katumbi, adhérer à ces consultations initiées par le chef de l'État. C'est quand même un peu curieux, non? C'est la preuve de l'inclusivité voulue par le président de la République. Je l'ai dit tantôt, très souvent, nos acteurs politiques, les acteurs sociaux, expriment leurs pensées, soit à travers des médias, à travers les réseaux sociaux, mais cette fois, l'occasion leur était offerte de rencontrer directement le président de la République et d'échanger avec lui au-delà du circuit administratif qui est généralement long. Et il faut saluer le courage de ces acteurs politiques, comme Jean-Pierre Bemba, comme Moïse Katumbi et tous les autres, Denis Mukwege, toutes les forces sociales et politiques. On a vu le cardinal archevêque, le cardinal mairie. Bref, on a vu également les enfants des rues, on a vu les professeurs d'université, on a vu... Bref, toutes ces personnes ont eu cette occasion de rencontrer directement le président de la République. Ça, c'est aussi la preuve de la gouvernance de proximité. Pour mieux comprendre aujourd'hui les attentes de la population, il faut revenir aux motivations qui ont amené le président de la République à pouvoir initier ces consultations. Nous n'allons pas revenir, tout a été dit par nos collègues, mais on retient tout de même qu'il y a des divergences profondes. Après 2 ans de gouvernance, le président de la République a fait montre d'une capacité de résilience exemplaire. Il a fait preuve de beaucoup de patience. On l'a vu aller vers le leader de la famille politique de son successeur. Il a fait tout ce qu'il pouvait à un moment donné en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, en tant que numéro 1 de 80 millions de Congolais. Il devait marquer un moment d'arrêt pour essayer de donner une nouvelle impulsion à la gouvernance. Aujourd'hui, quel que soit le camp politique, on s'accorde en tout cas à reconnaître que les choses ne marchent pas comme elles devaient l'être. Et il est normal que le président de la République, très au fait de tout ce qui se passe au sein de la société, prenne cette initiative qui aurait été dans tous les cas la plus courte, Blaise Bokoki. Aux téléspectateurs, vous êtes nombreux, non seulement en République démocratique du Congo, mais également à travers le monde. Ne paniquez pas, de grâce, ne paniquez pas. Nous interrompons momentanément ce plateau spécial et nous remettons l'antenne à la station, la RTNC, à la cité de la Voix du Peuple. Et quelques minutes après, nous allons revenir ici
poursuivre ce débat avant bien sûr de suivre l'important message du président de la République à la nation. Soyez fiers de votre patrimoine. Un peuple fort, un peuple digne. Le temps de faire semblant est dépassé. La cloche de l'éveil a sonné. Et la stabilité de notre nation, le Congo. Peuple congolais, tokufi mingi na bitumba epidemie epai, zala pe epai. Bana nyonso Congo tosimbana na loboko. Kaka bambonge bitumba mipepe toko ya teo. Tokolonga tokolonga. Nous revenons, très chers téléspectateurs, la politesse notoire nous oblige de vous présenter les excuses pour ce petit désagrément. Il y avait un petit problème technique que nous devrions régler et le faire hors antenne que de le faire sur antenne, sinon ça sera désagréable. Monsieur Félix Kabala, tout à l'heure, Giscard Koussema a parlé des consultations inclusives initiées par le chef de l'État, mais malheureusement, nous avions constaté qu'il y a des compatriotes congolais qui n'ont pas pris part à ces consultations, de grosses
pointure au niveau du FCC. L'idéal serait de voir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avoir un tête-à-tête avec son prédécesseur Joseph Kabila. Ça n'a pas eu lieu. L'idéal serait de voir Martin Fayoulou et Adolphe Muzito être reçus par le chef de l'État dans ces consultations. Mais malheureusement, Félix Kabala, il y a une partie, la population de compatriotes congolais qui n'ont pas pris part à ces consultations. Pourquoi? Oui, on est en antenne. On est en antenne. Ok, juste. Apparemment, des problèmes techniques persistent, très chers téléspectateurs. Nous sommes désolés. Nous arrêtons encore momentanément cette retransmission en direct. Le temps de remettre l'antenne à la station à partir de Limouala et puis nous allons revenir après.
que vous soyez à travers le monde, très chers téléspectateurs, vous avez pleinement raison de suivre la radio, télévision nationale congolaise, chaîne des grands événements, qui va vous proposer tout à l'heure le message à la nation du président de la République. Excusez-nous encore une fois pour ce petit désagrément, c'est un problème technique. Un problème inhérent à la technique, mais la détermination de l'équipe, la RTNC de mise pour vous au servir, et nous sommes là justement pour vous servir. Monsieur Félix Kabala, il y avait une question sur les absents. L'idéal serait de voir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tête-à-tête avec son prédécesseur Joseph Kabila, ça n'a pas eu lieu. L'idéal serait aussi de voir Fayoulou et Mouzito arriver au niveau du Palais de la Nation pour les consultations, ça n'a pas eu lieu. Très chers téléspectateurs, vous le remarquez, vous allez parler le président de la République qui sort de son bureau et qui va tout à l'heure s'adresser à la Nation. Nous allons écouter attentivement le garant de la Nation, mais avant tout c'est l'hymne national. Congolais, mes très chers compatriotes, comme je vous l'ai promis le 23 octobre dernier, me voici devant vous pour vous rendre compte du résultat des consultations que j'ai engagées depuis le 2 novembre dernier, ainsi que des décisions qui en découlent. Près de 3 semaines durant, avec les représentants des différentes forces politiques et sociales du pays, j'ai eu le privilège d'aborder les sujets les plus préoccupants pour l'avenir de notre pays. J'ai recueilli des mémorandas, cahiers de charges, notes, projets et autres courriers, aussi bien individuels que collectifs. J'ai été impressionné par la clarté des analyses et recommandations de mes différents interlocuteurs. Une fois de plus, j'ai ressenti l'immense douleur, doublée de révolte, de mes compatriotes face à la situation d'instabilité et de guerre larvée qui perdure dans une partie du pays. J'ai été anéanti par les témoignages renouvelés des victimes d'atrocités. J'ai mesuré la soif, exprimée par tous, d'une démocratie exemplaire et d'un véritable état de droit. J'ai compris que notre peuple et la majorité de ses élites ne supportent plus d'être pris en otage par le cancer de la corruption, des traitements discriminatoires, des discours creux et démagogiques. J'ai ressenti la lassitude de nombre d'entre vous, toujours plus impatients de voir des résultats concrets sur le front socio-économique changer leur quotidien et celui de leurs enfants.
J'ai pris bonne note des attentes précises de chaque catégorie consultée, ainsi que celles spécifiques aux différentes provinces. J'ai aussi été marqué par votre reconnaissance des efforts consentis pour trouver des solutions aux multiples problèmes auxquels notre pays fait face. J'en suis d'ailleurs regaillardi. À tous ceux que j'ai eu l'honneur de rencontrer, j'adresse mes remerciements les plus patriotiques. Je remercie également chacun d'entre vous qui n'avait pas pu participer directement à ces consultations, mais qui avait manifesté un grand enthousiasme pour cet exercice démocratique. Je suis très fier de constater que les uns et les autres partagent largement avec moi les mêmes aspirations pour notre pays. Tous veulent voir émerger un Congo nouveau, entamant résolument sa marche vers le progrès. Mes chers compatriotes, la responsabilité qui est la mienne est de rassembler tous les Congolais et de les faire progresser. Le devoir constitutionnel qui m'incombe est celui d'être le garant de la nation et d'assurer le bon fonctionnement des institutions de la République. Nous traversons en cette période un tournant décisif de notre construction démocratique. Ce moment nous confère un devoir collectif, celui du sursaut. Un vrai sursaut démocratique que nous devons porter partout sur notre territoire pour anéantir les desseins des cyniques, pour réveiller les somnambules et pour barrer le passage à celles et ceux qui portent la haine et la honte dans notre pays. Je veux le faire avec vous, autour des principes, des valeurs et d'actions. Action pour le redressement moral de notre nation, pour sa réhabilitation sécuritaire, économique et sociale. Pour atteindre chaque Congolais dans son vécu quotidien et que, in fine, personne ne soit laissé pour compte. Mes chers compatriotes, je vous ai consulté, vous m'avez parlé. De tout ce qui m'a été rapporté individuellement ou collectivement, il se dégage une large convergence de vues au niveau national sur les questions essentielles. Vous m'avez parlé de la paix et de la sécurité. J'ai retenu comme proposition établir une administration appropriée dans les zones en proie à l'instabilité et au conflit, le cas de Beni et de Butembo notamment, impliquer davantage les communautés des zones affectées dans les processus de pacification, proscrire strictement l'incorporation des rebelles au sein de l'armée régulière, appliquer rigoureusement les dispositions pénales contre le viol, lancer dans les meilleurs délais la campagne Tolérance Zéro contre les violences basées sur le genre, consacrer plus de ressources à la prise en charge des victimes d'atrocités, exercer notre devoir de mémoire par des symboles, actes et initiatives pérennes afin que de telles calamités ne se reproduisent plus, recourir aux instruments de justice transitionnelle pour bâtir le chemin de la réconciliation et de la paix, obtenir de la communauté internationale et des Nations Unies en particulier le soutien à l'initiative visant l'établissement d'un tribunal pénal international et de chambres spécialisées mixtes en République démocratique du Congo. Poursuivre la réforme de l'armée, de la police et des services spécialisés, obtenir la levée de l'embargo contre la République démocratique du Congo en matière d'achat d'armes et autres équipements militaires, revoir les lois qui tendent à protéger tous ceux qui ont commis des crimes graves se rapportant aux droits de l'homme et aux crimes économiques. Fusionner les programmes de DDR et de STAREC pour la réinsertion des démobilisés vers des activités économiques et d'intérêt public, loin du métier des armes. Réorganiser les marchés locaux des minerais afin de réduire le lien entre conflits armés et exploitation minière.
élaborer et mettre en œuvre un plan de rapatriement urgent des Mbororo dans leur pays d'origine. Sur le renforcement de la démocratie et de l'état de droit, j'ai noté qu'il faut mettre fin à l'accord de coalition Cash-FCC, considéré comme la raison principale à la base du blocage actuel, dissoudre l'Assemblée nationale, assurer et pérenniser le processus d'alternance démocratique et politique au sommet de l'État, opérer sur la base d'un large consensus des réformes constitutionnelles portant sur le mode de scrutin ou le seuil minimum aux élections législatives nationales, la rétrocession aux provinces afin de rendre effective la décentralisation, la loi sur la nationalité, afin de permettre aux nombreux concitoyens de la diaspora de conserver, selon le cas, la nationalité congolaise d'origine. Renforcer la caisse de péréquation, ouvrir un débat en vue de la réintroduction de l'élection présidentielle au suffrage universel direct à la majorité absolue des 2 tours, et le cas échéant verrouiller les dispositions dans une révision constitutionnelle. Réhabiliter les partis politiques dans leur rôle de principaux moteurs de la démocratie et acteurs de la vie parlementaire, en lieu et place des regroupements politiques, conformément à l'esprit et à la lettre de la Constitution, notamment son article 6. Réduire la taille du gouvernement, accorder à chaque groupe parlementaire constitué au sein des 2 chambres des plages horaires gratuites et équitables au sein de la chaîne de télévision publique parlementaire pour y défendre leurs opinions, idées ou activités. En 2023, organiser les premières élections locales en même temps que les élections nationales. Changer le mode de scrutin des gouverneurs de province et des sénateurs. Accélérer la désignation du porte-parole de l'opposition. Supprimer le ministère de la décentralisation et le réintégrer au sein du ministère de l'Intérieur. Dépolitiser l'administration du territoire en privilégiant les critères d'ancienneté et de compétence dans la nomination des administrateurs des territoires, ainsi que promouvoir la nomination des non-originaires. Procéder à l'identification des citoyens congolais et résidents étrangers et délivrer de nouvelles cartes d'identité sécurisées avant fin 2022. Assurer le vote pour les Congolais de l'étranger aux prochaines élections nationales, créer des sièges pour les Congolais de l'étranger à l'Assemblée nationale. Pour organiser des élections crédibles dans le délai constitutionnel, vous avez souligné l'urgence de réaliser le recensement de la population dans les délais raisonnables, réformer la loi électorale et la CENI avant la désignation de ses membres, constituer des provisions budgétaires annuelles pour le financement des élections. Sur l'indépendance et la bonne administration de la justice, vous avez relevé qu'il faut mettre en place un programme de recrutement de nouveaux magistrats et de formation continue intensive pour les magistrats en fonction, améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats et sanctionner sévèrement les magistrats qui abuseraient de leur position, renforcer le respect de la loi, intensifier la lutte contre la corruption et autres antivaleurs, ainsi que la lutte contre la criminalité économique, notamment par la création d'un parquet financier. Protéger par une loi les lanceurs d'alerte en vue de juguler l'enrichissement sans cause. Procéder à la mise en place des responsables de la Cour des comptes et à la prestation de serment de ces magistrats.
initier et poursuivre des enquêtes judiciaires sur différents dossiers. Parlant de l'amélioration des finances publiques et du climat des affaires, vous avez suggéré qu'il faut intensifier les efforts visant une meilleure cohérence fiscale et traquer tous les abus préjudiciables à l'efficacité et au climat des affaires. Mettre fin à l'impunité et renforcer la législation pénale afin que tout détournement en bande organisée de la paye des fonctionnaires, civils ou militaires, soit assimilé à un acte de haute trahison et sévèrement puni. Réduire le nombre et le volume de nos représentations diplomatiques à l'étranger et les renforcer en capacité en matière de coopération et de partenariats économiques. Réduire le train de vie des institutions politiques et interdire strictement toute augmentation de salaire en leur sein jusqu'à la réalisation intégrale du contrat social de l'innovation, dit accord de Moody, qui tarde à se matérialiser depuis sa signature en 2004. Mettre en place un système de déclaration annuelle d'impôts pour les personnes physiques, réformer les lois et règlements sur les exonérations et les compensations fiscales et parafiscales, opérationnaliser effectivement l'identifiant fiscal unique pour les personnes physiques et morales, renforcer la synergie entre les régies financières et accroître le recours à la digitalisation en vue de mieux maîtriser la base fiscale et mieux combattre la fraude. Sécuriser les contrats et les droits de propriété, en particulier en ce qui concerne les titres fonciers et immobiliers. Combattre l'évasion des primes d'assurance et instaurer un système de pénalité dissuasif. Renforcer le contrôle des structures des prix des produits de base et sanctionner toutes les formes d'abus conduisant à des hausses injustifiées des prix aux consommateurs ou un manque à gagner à l'État. Créer une véritable banque nationale de développement, créer une banque agricole en vue de répondre aux besoins spécifiques de financement de ce secteur, créer une banque de l'habitat en vue de promouvoir le crédit hypothécaire en République démocratique du Congo, accélérer la mise en place de dispositifs de contrôle en vue de mettre fin au coulage des recettes à nos différentes frontières, diversifier notre économie par le développement de l'agriculture et la création de zones agro-industrielles, faire émerger au budget de l'État certaines catégories de recettes, notamment les bonus réalisés par les entreprises étatiques, poursuivre la politique de stabilité du cadre macroéconomique. Pour mieux planifier notre développement et bâtir nos infrastructures, vous avez souligné la nécessité de procéder sans délai à l'application du Plan national stratégique de développement, PNSD, le rendre plus centré, plus opérationnel et l'assortir d'une liste de projets et d'actions prioritaires. Doter chaque province d'un plan de développement local cohérent, en phase avec les priorités nationales et assorti de capacités pour sa mise en œuvre. Réécrire la loi sur le petit commerce afin de garantir l'exclusivité aux nationaux. Valoriser et protéger nos actifs miniers grâce à un programme de certification minière en vue de mieux soutenir le financement de nos infrastructures et la mise en valeur de notre économie. Construire davantage de logements sociaux, renforcer les règles de construction et d'urbanisation, renforcer la lutte anti-érosion sur l'ensemble du territoire national, réformer la loi sur les marchés publics pour la rendre mieux adaptée aux contraintes et spécificités nationales et faciliter l'exécution rapide et fiable des projets, finaliser le cadre légal de mise en œuvre des partenariats publics-privés pour permettre l'accélération des réformes
et des grands projets de développement du pays, renforcer la culture et la pratique de l'évaluation à tous les niveaux, y compris pour les membres de la présidence, du gouvernement central, les gouvernements provinciaux et les mandataires publics. Fixer des objectifs précis de desserte des populations en eau potable, en énergie électrique, en infrastructures de transport et en assurer un suivi rapproché au plus haut niveau du gouvernement. Promouvoir l'écologie et la protection de l'environnement, organiser dans les tout prochains mois, dans un format à définir, une conférence des bailleurs de fonds publics et investisseurs privés pour la mise en œuvre rapide et efficace des priorités nationales. Afin de promouvoir l'émergence d'un Congolais nouveau, en investissant davantage dans le capital humain, vous avez proposé de concrétiser la promesse de la couverture santé universelle par sa mise en œuvre immédiate et progressive, construire et réhabiliter les hôpitaux et les centres de santé, financer les recherches médicales et médicinales, promouvoir l'industrie pharmaceutique locale et le recours aux médicaments génériques, assurer un suivi plus rigoureux de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire et la suppression de la prise en charge par les parents et en rendre régulièrement compte, traquer et punir sévèrement tous les abus et actes de sabotage dans ce domaine. Combattre la corruption dans les écoles, instituts supérieurs et universités, rendre efficace le cadre déontologique des enseignants, améliorer la condition de vie de l'enseignant, promouvoir l'enseignement technique et professionnel par un dialogue renforcé et des actions concertées avec les acteurs du secteur privé et de la société civile, redynamiser le système de gestion des bourses d'études nationales et internationales, réviser les programmes scolaires de l'enseignement national, promouvoir la culture, les arts et les sports comme vecteur de modélisation de l'homme congolais en investissant notamment dans les infrastructures et la réhabilitation de l'économie culturelle. Pour donner de l'emploi et une vraie perspective de vie à la jeunesse, vous avez suggéré de combattre l'exclusion, l'extrême pauvreté et la vulnérabilité partout où elle se manifeste, car les enfants et les jeunes en sont les principales victimes. Mettre en place avec les autorités provinciales et locales une véritable politique multidimensionnelle de lutte contre le désœuvrement des jeunes et le phénomène des enfants des rues. Mettre en place conjointement avec le secteur privé un programme visant la mise à niveau, la diversification et le développement de l'offre de formation professionnelle, y compris l'entrepreneuriat, sur toute l'étendue du territoire national. Accélérer la mise en place du fonds de garantie pour les jeunes entrepreneurs. Garantir par la loi un quota de participation des jeunes entrepreneurs au grand marché public. Adopter sans délai le projet de loi revisitant la loi agricole de 2013. Faciliter l'accès au foncier agricole pour les jeunes producteurs ruraux. Faciliter aux jeunes l'accès aux différentes formes de crédit et à des conditions avantageuses. Quant à la promotion des droits de la femme, vous avez insisté sur la nécessité de renforcer les incitations en faveur d'une plus grande participation des femmes aux compétitions électorales, veiller à une meilleure représentation des femmes au sein des instances dirigeantes des entreprises et institutions publiques, promouvoir par des initiatives spécifiques l'entrepreneuriat des femmes. Mes chers compatriotes,
l'éproulement suscité par les consultations ayant dépassé toute prévision, je ne saurais être exhaustif dans cette énumération. Qu'à cela ne tienne, toutes ces attentes, ces interrogations, ces inquiétudes, cette lassitude, cette colère exprimée, mais aussi les sujets de satisfaction, ont été pris en compte et ont fait l'objet de ma profonde réflexion. J'en ai retenu que, d'une part, le gouvernement de coalition institué au lendemain de l'alternance politique intervenue en janvier 2019 n'a pas permis de mettre en œuvre le programme pour lequel vous m'aviez porté à la magistrature suprême, et que d'autre part, il n'a pas été capable de répondre aux attentes et aux aspirations de notre peuple. Vous avez un rôle immense pour aider à corriger les excès du passé et veiller à ce que nous ayons un Congo plus efficace, plus démocratique et plus solidaire. Nous y œuvrerons ensemble. Aussi, devons-nous cultiver chaque jour et à chaque instant le vivre ensemble sur les valeurs d'égalité de traitement entre les citoyens, d'équité et de solidarité dans le partage des richesses nationales, ainsi que de justice pour tous. Nous devons également renforcer les piliers de la cohésion nationale et la législation en réprimant plus sévèrement les actes et propos incitant à la haine tribale, aux discriminations en tout genre et au séparatisme. Mes très chers compatriotes, cela dit, vos contributions devront conduire ainsi à des profondes réformes. La femme, la jeunesse et le monde de la culture doivent y jouer un rôle intense. La culture et l'éducation sont les piliers sur lesquels se construit le développement et le progrès, la création et l'innovation. L'implication et la responsabilité des femmes dans ce combat vaut son pesant d'or. Ne dit-on pas que partout où l'homme a dégradé la femme, il s'est dégradé lui-même? Nous avons à construire la société que notre jeunesse mérite. Mes très chers compatriotes, au-delà du large consensus sur les objectifs de la gouvernance ainsi plébiscités par les forces vives de la nation et par de nombreux élus, ces consultations ont également mis en évidence à une écrasante majorité le rejet de la coalition entre le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement. Cette triste conclusion intervient après 2 années d'efforts inlassables, de patience et d'abnégation pour préserver l'essentiel au sein de la coalition. 2 années de grâce qui n'auront malheureusement pas réussi à éviter une situation de crise persistante et de défiance inacceptable entre les institutions de la République dont je suis le seul garant. Bandeko Babolingo, Banamboka, lisanga ya bana Congo ekatisa mikakatano ebele, kasi Congo na biso etikala kaka na bomoko. Etumba oyo ezali ya kobimisa ekolo na biso na bobola na bozangi. Bitumba ya solo esengeli kobunda ezali ya kosilisa moyibi na kanyaka na mboka na biso. Toboyi bokabwani na bitumba oyo toyebeli tina te. Na sengi na bino baso tosangana po tobimisa mboka ya bakoko na biso na etumbu oyo. Mes très chers compatriotes, ceci n'est pas seulement un discours. C'est un appel à la mobilisation générale face à la dégradation de la situation de notre pays, voulue et orchestrée par les fossoyeurs de la République. Mes très chers compatriotes, comme j'ai eu à vous le dire le 23 octobre dernier, nous n'avons pas le droit de prendre en otage le devenir de notre nation à cause de querelles politiciennes et de repositionnement.
je ne peux en conséquence me résoudre à demeurer dans le statu quo et l'immobilisme. Le temps n'est plus propice aux atermoiements, ni aux discussions stériles, ni encore moins aux intérêts partisans. Les replis tactiques et les combats d'arrière-garde n'ont plus aucun sens. Ce moment historique nous impose de prendre nos responsabilités en vue d'instaurer un état de droit et de démocratie, conformément à la mission que vous m'avez confiée et dont j'en mesure la grandeur. C'est pourquoi j'ai décidé de faire porter le grand projet de refondation du pays par l'ensemble des forces vives, politiques et sociales que compte notre pays au sein d'une union sacrée de la nation. Par union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur les résultats dans l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit d'adhérer aux principes, valeurs et cadres programmatiques dont je viens de fixer ici les grandes lignes. Ainsi, pour rendre effectives et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition, réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat suivant la vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Au cas contraire, fort de ce que les raisons de dissolution sont réunies, en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité. Mes très chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Wandugu wapenzi, musimame, kazi ya nchi inaanza. Bampangi ya Luzolo, Beno Telama, Kisame Banda, Bana betu batu igwe, Jukari, Mudimu Apanyi, Bandeko Bakolingo Banamboka, Bino Banso Boteleme, Mosala et Bandi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
très chers téléspectateurs, vous venez donc là de suivre l'important message à la nation du président de la République que vous voyez au travers de ces images qui vous arrivent sur votre petit écran. Il regagne son bureau. Un message un peu plus clair. Le président de la République, au-delà de ce chapelet des préoccupations soulevées par les consultés, des consultations qu'il avait lui-même initiées, le chef de l'État a pratiquement parlé de tous les secteurs de la vie nationale. Il a parlé de tous les secteurs de la vie nationale. Nous n'allons pas y revenir, mais la grande information à retenir aujourd'hui, très chers téléspectateurs, c'est bien la désignation d'un informateur qui va requalifier la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons peut-être avoir des juristes pour nous parler de ça. Et c'est déjà la fin de la coalition, je crois, même si le président n'a pas proposé la fin de la coalition, mais avec la nomination d'un informateur pour requalifier la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale, c'est bien la fin de la coalition, n'ayons pas peur de mots. Vous partagez ce point de vue, monsieur le porte-parole? C'est ce que j'ai entendu aujourd'hui, le point fort de cette